continue à développer notre thèse et notre pensée et notre contexte transhumaniste, il est quand même important de souligner une certaine dimension radicale des choses. C'est-à-dire que les droits de l'humain sont ainsi totalement reconsidérés à cette occasion. Pour eux, un citoyen est un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même et qui décide au final seul des modifications qu'il souhaite apporter à son corps, à son cerveau, à son ADN, au fil des avancées technologiques et des progrès de la science au final. Les transhumanistes au final considèrent que la maladie et le vieillissement au fond ne sont pas et ne sont surtout plus une fatalité. La domestication de la vie est faite pour augmenter nos capacités et c'est le réel objectif central des transhumanistes. Car selon eux, l'humanité, au final, ne devrait avoir aucun scrupule à utiliser toutes les possibilités de transformation offertes par la science et par la nouvelle technologie. Il s'agit donc de faire de l'homme un terrain d'expérimentation euh, pour les différentes technologies NBIC qu'on peut croiser et surtout en faire un être en perpétuelle évolution, perfectible et surtout modifiable jour après jour par lui-même. Laissez-moi à présent vous parler de l'association transhumaniste, qui est quand même un mouvement important, qui a été fondé en 1998. C'est vraiment un avènement mondial et ça encouragerait réellement cette discussion et cette recherche afin d'augmenter la visibilité de la pensée transhumaniste auprès du public un petit peu partout. Ces courants, justement, ils sont principalement américains, très centrés sur la liberté individuelle et le libéralisme économique. C'est de là un enjeu très important de l'affaire. Mais l'association très importante Humanity Plus qu'on connaît tend à être, elle, au contraire, un peu plus démocratique. En effet, on constate qu'en Europe, la réception du mouvement, comment dire, se fait par une organisation structurée, extrêmement concrète, extrêmement bien hiérarchisée. Et aujourd'hui, on constate que le mouvement transhumaniste semble être une association qui se développe de plus en plus et par l'intermédiaire de petites associations un peu partout à travers l'Europe et c'est ce qui contribue son principal essor. À l'image du programme Technoprog, créé justement par l'association des transhumanistes et qui rencontre un succès et une notoriété fou. Le transhumanisme, donc, on peut quand même se demander si c'est plutôt un phénomène de mode, comme le New Age, ou une réelle évolution philosophique et idéologique d'avenir. C'est une réelle question pour les gens qui se penchent sur la question. Pour l'instant, il est porteur d'un optimisme qui tranche avec le pessimisme ambiant concernant la technologie. Bien, poursuivons avec notre analyse de ce transhumanisme grandissant que nous connaissons et qui évolue au fur et à mesure du temps. On peut considérer, par l'aveu de certains spécialistes, qu'en 2030, certainement, nous utiliserons peut-être des exosquelettes pour nous donner plus de force et notre vision sera augmentée grâce à des lentilles connectées. Alors, là, on se dit, ce ne sont que des projets, on ne sait pas si ça aboutira. On vous l'accorde. C'est du moins ce vers quoi tend le mouvement transhumanisme actuel. Aujourd'hui, comme on peut le voir avec l'exemple des Google Glass, qui font office de pionnières dans ce domaine transhumanisme et en termes d'évolution technologique réelle et folle, il faut bien le dire. Ces lunettes intelligentes ne sont pas encore commercialisées car elles sèment beaucoup de débats au sein de la société. Et elles sèment aussi, surtout, il faut le dire, la panique dans certains mouvements d'opposition transhumaniste. L'association, par exemple, Stop the Cyborg, a notamment déclaré une guerre contre cette invention, dénonçant la fin de notre vie privée soumise à un contrôle permanent, tel ce qu'on a déjà pu écouter à travers l'évolution grâce à Facebook, tout ça. Mais ça, c'est une question d'opinion. Difficile de se faire à l'idée, beaucoup d'arguments sont compréhensibles et audibles pour les auditeurs, mais c'est une réelle question de conviction. D'autres, au contraire, s'inquiètent autour surtout des inégalités que ces augmentations pourraient provoquer, notamment en raison de leurs coûts, principalement. Comme le philosophe Jean-Michel Beignet le dit, on est en train de préparer une humanité à deux vitesses. La fracture ne sera encore un peu plus élevée entre le nord et le sud, même au sein des sociétés d'une même communauté, comme par exemple en Europe. D'un côté, une élite de super pouvoirs et de l'autre, le reste de la population dotée simplement de ce qu'on pourrait appeler une intelligence biologique. Aujourd'hui, le constat est simple. Or,
on peut tout de même affirmer que celle qui deviendra obsolète, au final, ça sera nous. Pourquoi? Parce que ce seront les machines qui auront pris les commandes. Et justement, c'est au final tout ce qu'on se demande, parce que si même nos capacités physiques sont prises en rôle par les machines, on peut se demander que restera-t-il de l'humain au final. On constate également l'arrivée de nouvelles technologies qui visent à modifier la manière dont l'homme, son corps et son cerveau fonctionneront et seront en mesure d'interagir avec l'environnement qui les entoure. Elles participent d'un phénomène qu'on appelle l'augmentation de l'homme, c'est-à-dire c'est l'homme qui sera augmenté par l'informatique et par la technomédecine. Par petites touches ou par plus grandes avancées, ça dépend. Elles modifient peu à peu les données essentielles de notre vie, on s'en rend compte, comme le vieillissement, l'intelligence, la procréation. Et c'est ce qui constitue l'intérêt, car au final, ça touche à peu près tous les domaines biologiques que l'homme a pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Des technoprophètes, comme on les appelle, rêvent même de l'avènement d'une nouvelle humanité. Grandes et petites questions éthiques se posent. Vous en saurez un peu plus sur la question grâce à mes collègues dans la suite de ce reportage. Merci.